Bon, bienvenue dans cette première session d'approfondissement de notre formation praticien lecture efficace. Donc, c'est une session qui sera dédiée à un rappel et à la pratique d'une des stratégies qu'on a vues dans la formation initiale, qui est la stratégie d'écrémage. Alors, normalement, si vous êtes là avec moi ce soir ou si vous regardez cette vidéo en replay, normalement, ça doit vous évoquer quelque chose, la stratégie d'écrémage. Donc, vous aurez besoin pour ce soir de quoi prendre des notes et puis d'un ou deux livres que vous aimeriez écrémer, donc des livres de non-fiction comme d'habitude, hein, pour appliquer ces stratégies. Juste avant, je vais hop, partager peut-être la carte X-Mine. Hop, elle est là. Voilà, j'ai juste la bonne taille et je partage mon écran. Juste avant, donc, on était sur le programme complet de la formation. Je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance de la conférence d'ouverture sur les éléments théoriques et puis des bonnes pratiques que je vous propose. La formation initiale, donc, c'est ce qu'on a fait samedi dernier et on est ici sur la première session d'approfondissement. Donc, je répondrai à vos questions ou vos remarques, hein, si vous en avez. Je vous ferai un rappel rapide des idées clés de ce qu'on a vu précédemment. Et donc, la partie vraiment pratico-pratique de cette session, ça sera la stratégie d'écrémage. Et puis, je vous proposerai ça en trois temps, comme on avait fait d'ailleurs samedi, hein. Donc, la stratégie d'écrémage avec la prise de notes, Cornell ou mind mapping ou sketchnoting si vous êtes déjà formé. Et puis, un temps d'échange rapide pour pouvoir faire un résumé de votre livre, des grandes idées du bouquin à votre binôme. Je trouve que c'est hyper intéressant de travailler comme ça, pour deux raisons. D'une, ça permet presque de lire, d'écrémer le livre de quelqu'un d'autre juste en l'écoutant, en ayant un feedback. Je trouve que c'est super intéressant à vivre. Et l'autre, c'est l'autre point hyper important, et ça fait partie des principes de déficience cognitive que j'utilise, c'est quand on prend des notes pour soi, de se mettre dans la posture de l'enseignant, même si on ne le fait pas dans la vraie vie, même si on ne va pas expliquer derrière, hein, je l'avais dit samedi, je crois. Le fait de se dire, je prends des notes, mais comment je vais l'expliquer, ça vous oblige à être clair par rapport à ce que vous lisez. Euh, Avant de passer à la pratique, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait samedi? Est-ce que vous avez pu pratiquer depuis? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des choses à partager? Je vous écoute. Moi, bon, je regardais un livre, là j'ai un livre où j'ai fait l'écrémage justement, et c'est un livre bon, qui m'intéresse, qui est vraiment, tous les sujets m'intéressent, mais de dire, ça me paraît un peu au perché, ça me paraît très intéressant, mais de là de dire je vais l'acheter ou je vais le lire, après je vais le lire ou pas, comme ça m'intéresse vraiment, que j'ai des sujets qui m'intéressent, Mhm. moi j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de l'acheter, bien sûr, mais bon, est-ce que je vais le lire? Je pense que oui, mais je vais pas le lire en totalité parce que tout va pas m'intéresser, puis c'est quand même assez haut perché, puis en plus, c'est un livre il y a il y a des, vraiment, il est super, quoi. Donc, voilà, se dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Voilà, enfin bon, moi, je sais que je vais l'acheter, ce livre, mais, enfin, je l'ai acheté. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que tu l'as en main déjà. Oui, je l'ai déjà. Mais est-ce que je vais le lire? Je pense que je vais pas le lire de bout en bout, mais je vais le lire. Oui, il y a des sujets qui m'intéressent vraiment. Voilà. C'est quoi? C'est une remarque ou c'est une question? Mais la question est, voilà, quand je suis à la librairie, quand je fais ça, bon, euh, quand le sujet t'intéresse, mais qu'à l'intérieur, ça te paraît assez branché, enfin assez costaud, tu dis, est-ce que je vais le lire ou pas? Voilà, c'est ça la question, est-ce que je vais le lire ou pas? Est-ce Alors, je pense que, que par rapport à cette question, c'est de la prise de hauteur. Euh, et c'est d'abord de savoir le pourquoi tu le lis. Pourquoi en un mot, pourquoi en deux mots. Et d'avoir un vrai objectif de lecture. Pourquoi tu vas le lire en fait? C'est juste une lecture plaisir ou tu vas en faire quelque chose derrière. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux en faire? Et sur cet objectif de pratique de faire quelque chose de cette information, est-ce que c'est le bon ouvrage? D'une part, est-ce que c'est le bon ouvrage maintenant? Est-ce que j'attends avant de l'acheter si c'est le bon ouvrage, etc. ouais.
bon, pour moi, comme je l'ai acheté, je sais que c'est des sujets qui m'intéressent. Donc, même si je ne lis pas tout de suite, je le lirai. Mais c'est vrai que, bon, euh, Bon, maintenant, parce que j'ai eu tendance à acheter pas mal de livres qui m'intéressaient que je prenais pas le temps de lire. Donc maintenant, j'arrête ça et j'achète les livres. Si j'ai pas déjà ce qu'il faut dans ma bibliothèque, si j'ai un livre à acheter, j'achète le livre que je lis. oui, c'est Je vais ça. lire là, maintenant. Autrement, je préfère reporter l'achat. D'accord. Enfin, c'est ma stratégie. Autrement, il y a un effet pervers dans le monde dans lequel on vit et l'accès tellement facile à l'information. C'est que le fait, je sais pas si ça te parle, hein, ou si ça va vous parler, ceux qui regardent la vidéo, c'est que le fait d'acheter un livre, de l'avoir à la maison, on a l'impression que l'information est à côté, qu'on n'a quasiment plus besoin de le lire. C'est une forme pour se rassurer quelque part, tu vois. C'est vrai. Et c'est dommage parce que ça fait dépenser de l'argent inutilement. Ouais. Et il y a un vrai effet pervers dans le sens où on lit pas le livre en fait. Alors que le fait de pas l'avoir, se dire que je l'achète quand je le lis vraiment, je m'organise pour laisser un espace de temps pour le lire, euh, on en achète moins et quand on achète, on lit. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est une bonne résolution parce que c'est vrai que les sujets m'intéressent. Ça a l'air passionnant, mais c'est vrai, est-ce que je vais vraiment le lire? Normalement, oui, mais bon, voilà. Après, si tu le lis pas en entier, tu Oui. as vu dans les principes des sciences cognitives, enfin pour moi, en tout cas, c'est complètement OK. Oui, 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 oui. De toute façon, il y a des sujets qu'il y a dedans, il y a des choses qui vont me parler et que je vais être intéressé de lire, de toute façon, même si je ne lis pas tout. Mm. Mais donc j'aurais pas fait un mauvais achat, Ah bah ça, c'est toi qui le sais. Voilà. je me rassure. C'est toi qui le sais. Cécile, ça a été pour toi? Ah, il n'y a plus de caméra. Oui, alors, bah, ma caméra arrête pas de sauter. Donc, D'accord. j'ai beau la réactiver, ça refonctionne une seconde et puis après. Ouais, bon, Bon, tant bref, pis. je suis désolée pour ça. Oui, je me suis un peu exercée et moi, j'avais une difficulté enfin, une difficulté, un petit challenge sur est-ce que je prends des notes en lisant au fur et à mesure ou est-ce que j'attends la fin de la lecture avant de prendre des notes et auquel cas, du coup, j'ai l'impression de Hmm. devoir refaire une deuxième lecture. Mais je me dis que si je prends des notes, enfin, j'aime bien aussi avoir l'entièreté des informations. Sinon, j'ai l'impression de prendre trop de notes parce que j'ai peur d'oublier un truc. Bon, voilà, c'était plutôt sur l'articulation, prise de notes et lecture que ça me questionnait un peu. Alors, c'est une très bonne question que l'on me pose souvent. Moi, je vais te dire, alors, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Moi, je vais te dire ce qui marche pour moi. Et je vais te dire pourquoi je le fais. Euh, Si je prends des notes au fur et à mesure, ça a tendance à perturber ma lecture. Je te dis les expériences que j'ai faites, hein. Si je prends des notes au fur et à mesure, comme ça, quand j'ai une idée clé, je la note, ça perturbe ma lecture et ça fait de l'interruption sans arrêt dans le fil de lecture. Et c'est pas évident de reprendre et de garder sa concentration. Et des fois, tu vas noter quelque chose qui te paraît être une idée clé, qui l'est, mais en fait, c'est juste une partie d'une idée clé et le reste va venir ensuite, tu vois. C'est comme si je m'étais Ouais, arrêté trop vite. Ça m'était arrivé plusieurs fois, ça. À l'autre extrême, c'est de finir sa session de lecture, par exemple de lire un chapitre. Tu vois, un chapitre, souvent, ça fait entre 10 et 30 pages, quoi. De lire le chapitre et de prendre des notes après. Et là, eh ben, le risque, et ça arrive souvent, surtout quand ça fait 30 pages, c'est que pendant que tu lis, tout est clair en fait. Même si tu es habitué hein, à synthétiser, moi je vois l'enchaînement des idées, je vois comment ça s'articule, mais à un moment donné, euh, je subis, entre guillemets, le fameux implant mnésique, la capacité de la mémoire de travail, qui est de pouvoir traiter 7 informations en même temps. En moyenne, ouais. 5 plus ou moins 2, entre 5 et 9 en fonction des gens. Ce qui fait que si j'ai 12-13 éléments qui s'enchaînent, etc., dans le chapitre, rapidement, ça fait trop en fait. Tu vois, et il y a des choses qui vont se perdre. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que. Ah mince, j'ai lu, mais pas dans mon bureau, à côté. Donc, j'ai mon matériel là-bas, mais moi, je prends soit mon Friction, soit un Critérium. Quand je lis, ça me sert de guide visuel. Et je vais souligner les mots-clés. Souvent, je me fais une petite note sur le côté, je fais une croix ou je fais une épingle de position là, de Google Maps, tu vois, un arc de cercle Oui, avec un oui. triangle et un rond dedans.
Ou alors je mets un mot dans la marge, ou je vais crocheter une partie, tu vois, une partie d'un paragraphe sur ce qui est important au fur et à mesure, comme ça. Ce qui fait que à la fois je construis dans ma tête le cheminement des idées, mais en même temps j'ai ces points d'appui. C'est un peu comme les petits cailloux blancs du petit pousset, si tu veux, que je sème tout au long de mon chapitre. Et je vais lire mon chapitre, et après je reviens dessus, et je me focalise juste sur les notes que j'ai prises. Ça va très vite, en fait, et ça me permet de faire une réactivation. En plus, c'est super bénéfique pour mieux retenir. Ça me permet de faire une réactivation à chaud de ce que je viens de lire et de ce que je viens de comprendre, et de le poser sur ma prise de notes. Ouais, Aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ce que je trouve le plus efficace. très bien. Là, en l'occurrence, alors, ça y est, autant avant, je détestais annoter mes bouquins, mais ça y est, j'ai démystifié un peu le livre. Donc maintenant, j'arrive à écrire sur les livres. Seulement, là, c'est un bouquin que j'ai emprunté et je pense que je serai amenée à emprunter pas mal de bouquins et pas forcément toujours à les acheter. Donc, dans le cas où on peut pas écrire dessus, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu préconises? Ben, moi, éventuellement, je mettrai un ou deux mots-clés à côté sur une feuille, hein, et encore, Hmm, ça fait très très longtemps, puis je pratiquais pas comme ça. En général, j'achète les bouquins que je lis. ouais. Ouais. Je... Ah, c'est enregistré, je sais pas si je devrais le dire. Ce que je fais, c'est que je vais télécharger le PDF en général, Hmm, en... de façon piratée, hein. hmm, J'explore le PDF et quand j'ai... Parce que des fois, tu as envie d'un livre, mais t'as pas la possibilité de le consulter, tu vois, pour faire hmm. l'écrémage. Et clairement, je vais faire l'écrémage en numérique, tu vois. Pas l'écrémage, excuse-moi, l'anticipation. Je vais faire l'anticipation en numérique. Et après, je vais l'acheter et je vais, s'il m'intéresse vraiment, je commence toujours par un écrémage. Puis après, je fais quelques lectures sélectives dedans. Mais je préfère lire vraiment le livre papier, quoi, le livre physique. Et soit je l'achète en neuf, soit je l'achète sur Le Bon Coin, parce qu'il y a c'est un certain nombre de livres. Tu vois, un livre qui a 5 ans ou 10 ans, parfois, il est épuisé, il a été détruit euh, par l'éditeur. Il faut savoir que les éditeurs, ils pilonnent énormément de livres chaque année. Ça coûte, en fait, de les stocker. Donc, ils tirent 2 000 à 3 000 exemplaires. 5 000 exemplaires, c'est un best-seller. Donc, en général, ils en tirent 2 000, tu vois, ça peut être bien. Et je le sais parce que mon épouse a écrit 2 bouquins et ça s'est passé les 2 fois comme ça. Au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 2, 3 ans, ils te proposent de les racheter pour une bouchée de pain, 1 ou 2 euros le bouquin, pour que toi tu puisses les vendre à ton compte éventuellement. Et après, ils les détruisent. Donc on peut Ouais. se retrouver avec des livres hyper intéressants, tu les as en PDF, mais tu peux pas les acheter en neuf. Et dans ce cas-là, je passe par le Bon Coin. Et effectivement, je lis vraiment de préférence sur le livre papier en prenant des notes comme ça. Pour les livres empruntés, écoute, à tester. Soit tu prends quelques mots-clés à côté, mais pas des phrases, tu vois. Juste, Ouais. c'est un livre que tu as emprunté en bibliothèque ou à quelqu'un? Non, je l'ai emprunté à quelqu'un, mais je vais être amenée à emprunter des livres en bibliothèque. C'est pour des lectures pro? Oui, Euh, à tester le fait tu peux faire ce que tu peux tester éventuellement. Ce que je ferais, hein, si j'étais dans ce cas de figure, c'est que toutes les 5 ou 6 pages, je ferai une pause pour noter quelques hmm, éléments, même si c'est pas la fin du chapitre. Et toutes les 5 ou 6 pages, c'est juste, comment dire, c'est indicatif, hein, c'est pas un absolu. Tu vas apprendre à te connaître en fait en lisant, et tu vas voir à un moment donné que le cheminement de pensée que tu fais dans ta tête, à un moment tu perds le fil du début, et là c'est grand temps d'arrêter pour noter les 3, 4 idées sur ta prise de notes, tu vois. ouais. Donc de fractionner le chapitre. C'est ça. Hmm, Un intermédiaire entre les deux, du coup, comme tu peux pas ça laisser marche. d'indice sur ton livre. Ouais, ok. Et ouais, c'est Et pas évident sur les livres enfin, c'est pas évident. une question, est-ce que tu fais un bitmap à chaque fois que tu lis un livre? Un mind map, absolument pas. Non? Ça m'arrive. Ce que j'aime bien faire, j'appelle ça une espèce de carte boussole.
Alors, je fais ça dans les bouquins que je veux approfondir. Mais j'aime bien prendre la table de la table des matières et de l'illustrer. Je me fais une, je sais plus où elle est. Vous savez ce que c'est quand on cherche? Je suis tombé 10 fois dessus. Et quand je veux la trouver, je la trouve pas. En plus, le cahier, il y a plein de pages qui sont détachées. Bon, peu importe. Euh, j'ai pas envie d'ouvrir Evernote pour aller chercher ça. Ouais, c'est pas grave. On regarde une dernière fois. Hop. Bon. Euh, ce que je fais souvent, c'est une espèce de carte boussole. C'est que je mets des chapitres. Un mix entre le. Ça peut être un mind map des fois, mais souvent c'est plutôt un mix entre le sketchnote et le mind map. Un sketchnote de structure radiale avec le titre au milieu, les chapitres autour, avec le titre du chapitre, un ou deux mots-clés, quelques pictos, tu vois, pour savoir exactement quand je dis où j'en suis dans le livre, comment ça s'articule. D'accord. Ça m'évite de revenir à la table des matières. Et on n'est pas sur de l'écrémage à proprement parler. C'est beaucoup plus light, mais ça permet juste d'avoir la structure et les mots-clés. Je vais juste regarder le titre de chaque chapitre, éventuellement. Tu as des intertitres dans les chapitres, tu sais. Je regarde juste Oui, comment c'est oui, construit, voilà. J'aime bien d'accord. faire ça. Ok, ok. Mais ça prend une vingtaine de minutes et je vais pas faire ça à chaque fois, quoi. Vraiment sur les livres que j'approfondis. Ouais, ok. C'est bon? Oui, C'est bon pour toi, Cécile aussi? Oui, pardon, juste évoquer Evernote, tu stockes Ouais, mais je le tes recommande écrits, pas. non? C'est juste parce que c'est cher et que ça fait très longtemps que je stocke dedans. C'est-à-dire que tout, ça fait, ouais, ça doit dater de 2000, 2015, 2016, ça fait 10 ans quasiment, que je stocke dedans. Parce qu'à l'époque, la version payante, ça me coûte 60 euros par an pour rien, enfin pour rien, que je pourrais éviter. C'était le seul système numérique où tu pouvais archiver des notes prises à la main et qui était capable, qui avait un OCR puissant, moteur de recherche, donc qui était capable de regarder dans tes notes manuscrites et d'extraire les mots-clés que tu cherchais. Hmm. Et ça, c'est dans mon système d'organisation. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de trier. J'explique ça dans l'organisation master, là, par exemple, le programme sur l'organisation, ma philosophie sur le sujet. Ou pour les mails, je sais pas si vous avez encore 50 dossiers, que vous rangez vos mails dans chaque dossier, etc. Et quand on cherche un mail, on passe 2 heures à éplucher certains dossiers pour retrouver le mail, etc. Euh, C'était valable et utile à l'époque où on était vraiment à l'ère du papier, où il fallait stocker dans des dossiers papier et rechercher comme ça. À l'ère du numérique, on n'a plus besoin de trier en fait. On a Notre ordinateur a un espèce de Google interne. Et donc il Hmm. faut juste bien nommer ses fichiers. Et puis, l'avantage d'Evernote, c'est que, tu vois, j'ai un dossier qui s'appelle notes visuelles et j'ai 10 ans de notes dedans. Donc, Hmm. je cherche par mots-clés, ça me ressort les bonnes notes avec la fonction OCR. Ça vous parle OCR? C'est la reconnaissance de caractère, hein, en Ok. numérique. Et donc, ça va me ressortir toutes les notes où il y a ce mot dans les notes que j'écris. D'où l'importance d'écrire correctement sur ces mind maps et sur le travail de lettrage, tu vois, ou sur ce sketchnote, ou même sur les prises de notes Cornell. Donc ça a un Euh, intérêt quand même, Evernote, du coup. alors, ça avait un intérêt, mais maintenant, ils le font quasiment tous. Je pense même que, j'ai pas testé, mais Note, tu t'es sur Mac ou sur PC? Moi, je suis sur PC. PC et Android? Sur le téléphone? Oui, 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 Ouais. je suis sur PC en fait. Eh ben, dommage pour toi. Mais je pense que ça marche pareil sur PC à chercher, mais sur Mac, le logiciel Note, qui est le même sur donc le Mac, la tablette ou le téléphone. Tu prends une photo, il te fait l'OCR directement et il te met ça dans une note, tu vois. Et donc, j'ai pas testé, mais je suis quasiment sûr que si je stockais mes notes dedans, en images, et que je cherchais,
à mon avis, il pourrait les retrouver. Il faudrait juste que je prenne le temps de chercher ça, tu vois, et de ramener toutes mes notes dedans. Et c'est Ok. gratuit. C'est gratuit Hmm. avec les Mac. Donc regarde, c'est quoi chez Windows, la mince? C'est OneNote, non? Je crois que ça s'appelle. Oui. Ouais, regarde, ça se trouve OneNote le fait, tu vois. Tu prends deux tours. Mais par contre, il faut écrire correctement, hein. Si tu écris en manuscrit Mhm. classique, voilà, bah, enfin, vous avez déjà vu mes prises de notes, hein. C'est vraiment Mhm. l'intérêt du travail en lettrage. Ça, c'est quoi là, par exemple? Hop. Et ça, c'est une prise de notes au téléphone, ça. C'est une presta pour un client. Et, et c'est un point d'étape sur les infos qui vont être partagées pour la facilitation graphique. Mais si vous regardez comment c'est écrit, vous voyez, le logiciel va avoir, je facilite son travail en fait. J'écris Mhm. pas comme ça normalement. Moi, j'ai du mal à me relire quand j'écris. J'ai réappris à écrire pour. Déjà, c'est beaucoup plus agréable à relire pour soi et pour que les outils numériques puissent mieux le retrouver aussi, mieux les indexer. D'accord, ça marche. C'est bon? Ouais. Et après, si tu veux utiliser Evernote, ça marche. Voilà. C'est un peu Et je cher. l'ai, et en fait, j'avais la version gratuite et là, j'ai upgradé. Avec la Mais version payante, bah écoute, ouais. garde et puis utilise comme ça. Moi, ça marche bien, c'est ce que j'ai aussi. Mhm. Et je m'en sers que ça parce que j'aime pas trop leur interface. Je trouve que c'est vraiment usine à gaz. Je sais pas ce que tu fais avec. Si tu, on peut gérer sa vie avec Evernote, hein. C'est hyper Ah non, complet. moi je fais pas. Non, en plus, le pire, c'est que j'utilise des fonctionnalités assez basiques. J'ai upgradé juste pour avoir plus de volume parce que j'avais des D'accord. notes de cours et tout ça, mais en réalité, je me sers que des fonctions basiques. Je t'ai pas demandé, Cécile, tu fais un travail universitaire, non? Oui, Ouais, d'accord. Parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup de travail de synthèse et de compilation de documents à faire, c'est ça? c'est vrai. Et tu fais quoi si c'est pas indiscret? Je suis ingénieure pédagogique et ingénieure de recherche en sciences infirmières D'accord, ok. Dans quel coin de la France tu fais ça? à Paris, À Paris, ok. enfin à Bobigny, en banlieue parisienne. Ok. Ouais, donc effectivement, c'est beaucoup de compilation. Tu utilises Oui. l'IA aussi pour synthétiser? Enfin, à titre d'essai, j'ai essayé de temps en temps, oui, de faire des résumés avec l'IA, mais je m'en sers pas beaucoup. Ça vaut le coup, hein. Sincèrement, quand on a beaucoup à faire. Le danger, c'est de tout faire faire à l'IA et de perdre la compétence cognitive, tu vois. Euh, Hmm. et j'en parlais, je vais organiser le sommet de la pensée visuelle le mois prochain, là. Donc, je fais appel à plusieurs intervenants sur le sujet. Et j'étais avec Philippe Boukobza, que je connais depuis très longtemps, qui sera en rencontre remarquable demain là, sur ma chaîne YouTube en direct. Et on discutait comme ça, bâton rompu pour préparer l'intervention de demain. Et on parlait de ça justement, je sais plus le terme qu'il a employé, mais le fait qu'on risque à force de traiter que des contenus courts, type TikTok, Insta, etc., on Hmm. risque en moyenne, hein, de perdre ou de diminuer cette capacité de synthèse. Hmm. Donc c'est très bien de savoir le faire, mais quand on en fait beaucoup, écoute, l'IA le fait très bien aussi. Il faut juste savoir un peu scripter, s'initier à comment fonctionnent les IA génératives conversationnelles. Et ce sont des très très bons assistants. Ouais. Et comme tout assistant, il faut avoir un bon manager. Autrement, c'est pas concluant. Mais je commence à m'y intéresser, à faire quelques tests de temps en temps. Ouais. Ouais, je peux vous partager quelqu'un que j'ai rencontré à Paris, un tout petit bouquin, c'est un best-seller, John Ayoun. J'ai rencontré à la journée Canva, là, que j'avais ChatGPT, comment rédiger des prompts efficaces. Et il a son modèle Craft qui est très sympa. Ok. Hop, contexte, tâche, contexte, rôle, action, craft, format et tâche, quoi, craft. Et, c'est le format de base, et puis il y a d'autres choses qui viennent après pour améliorer, et c'est plutôt très très bien. Bon, on va lire. C'est bon pour les retours et les questions? Et ben, si c'est bon, je repartage l'écran. Hop.
Donc, rappel des épisodes précédents, la conférence, donc c'était surtout des éléments théoriques, la formation initiale, je vous rappelle. Alors, c'est des éléments théoriques et des bonnes pratiques pour instaurer des bonnes habitudes de lecture. Ça vaut vraiment le coup de la regarder. Elle est dans votre espace membre avec les replays de samedi dernier. Vous avez un premier module sur la conférence et je vous partage la carte que j'avais utilisée pour cette conférence. Et dans la formation initiale, vous avez les quatre parties, donc les deux parties du matin, les deux parties de l'après-midi avec un support qui reprend tout ce que j'ai utilisé. Et je vous rappelle ce qu'on a fait donc. Deux grandes parties et demie. Les deux grandes parties, c'est les techniques, les stratégies, et la demi, entre guillemets, c'est la prise de notes linéaire structurée, hein, appelée aussi prise de notes Cornell. Donc, on va passer à l'écrémage. Vous vous souvenez, on choisit un livre. Alors, la définition de l'objectif par rapport à l'écrémage, il est induit par l'écrémage, voilà, par la stratégie. De toute façon, vous allez résumer le bouquin, aller chercher les grandes idées. Et on va passer à la lecture, à la captation avec la prise de notes. La prise de notes linéaire structurée ou autre. Je pense pas que vous soyez formé au mind mapping ou que vous pratiquiez. Euh, enfin, faites comme vous voulez, si vous êtes à l'aise, voilà, sur les autres outils. Autrement, prise de notes linéaire structurée. Est-ce que vous avez besoin que je revienne dessus ou c'est bon? Les quatre parties, le titre, la partie notes, la partie idées clés et la partie synthèse en bas. C'est bon? Bon. Ça va. Ouais, et je vois Bernard pour qui ça va. Et après, on fera un temps d'échange en binôme, donc on va tâcher de faire ça avant que Bernard parte. Donc, première chose à faire, le choix du livre. Je vous laisse choisir votre livre, allez chercher de quoi noter, et je vais me remettre sur la carte hop, de la stratégie d'écrémage. Bien. Est-ce que vous voyez ma carte qui s'affiche? C'est bon? Vous vous souvenez Oui, ici? C'était sur deux étapes principalement. Regarder les chapitres à lire et voir s'il y a les éléments de contexte, etc., que moi je vais pas lire en général quand j'écrème le livre. Et je vais vraiment chercher les grandes idées que développe l'auteur. Et j'ai après un curseur en fonction du temps dont je dispose, j'ai un curseur d'exploration en termes de détails et de précision. Et parfois, ça peut être que deux, trois idées sur le bouquin pour se faire une idée du bouquin. Pour chaque idée, après, on décide si on va plus loin ou pas. Et donc la clé ici, hein, quand je commence à explorer, c'est de chercher la grande idée de la partie que je suis en train de lire. Et une fois que je l'ai, je vais faire un survol juste pour valider que je suis toujours dessus. Avec cette notion de storytelling, faire attention si c'est écrit, hein, c'est mon vocabulaire un peu à l'américaine où j'ai d'abord une histoire et ensuite la conclusion de l'histoire, c'est la grande idée qui va être développée de façon théorique. Donc faire attention à ça, de pas perdre du temps sur l'aspect storytelling. Et au fur et à mesure, prendre des notes, bien sûr. Voilà. Et quand on est dans la phase de survol, en option, vous pouvez regarder l'identification des marqueurs, inclusif et exclusif. Par contre, ceux de synthèse, c'est intéressant, hein. À côté de bref et de résumé, on a une synthèse de ce qui est dit avant, ce qui permet de valider qu'on est toujours ici dans sa lecture. Euh, Est-ce que vous avez votre ouvrage? C'est bon pour toi, Bernard? Est-ce que c'est bon, Cécile? oui, Ok. Euh, on va travailler par run de concentration, style Pomodoro. Ce que je vous propose, c'est de faire un premier cycle de 15 minutes. On fera deux cycles de 15 minutes. On verra s'il y a besoin d'en faire un troisième pour se garder 10 minutes à la fin. Ok? Mais vu qu'il est déjà à la demi, on n'en fera peut-être que deux. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Vous pouvez enclencher votre téléphone en même temps que moi si vous voulez. Moi, j'ai 15 minutes. Écoutez, je vais remettre la carte, que vous ayez les étapes devant les yeux. Voilà. Et je vous dis à dans 15 minutes, c'est parti maintenant. Si vous avez la moindre question pendant les 15 minutes, vous activez votre micro comme si on était en salle et c'est parti. Pour éviter les bruits parasites, je vais couper ton micro, Cécile. Donc pense à le c'est pas réactiver si tu as besoin. Ah, merci d'avoir fait. Ok, super.
Ok, ça fait 15 minutes. Vous avez pu avancer? Oui, oui, Ouais, ok. Cécile Ouais. aussi? Oui. Ok. Euh, Quand on travaille comme ça en run de concentration, c'est important régulièrement toutes les 15-20 minutes de faire des pauses, mais très courtes, ne serait-ce qu'une seconde. Vous levez, prendre un verre d'eau et de s'y remettre. Et quand vous vous arrêtez comme ça, une bonne pratique, c'est de ne pas poser le livre d'un coup, mais de lire la dernière phrase que vous venez de lire, et pour pouvoir vous y remettre directement dessus après. Ok? d'accord. Repérer la phrase, quoi. Ouais, reprenez la phrase, éventuellement lire la prochaine ou tourner la page d'après, voir combien de temps il vous reste avant la fin du chapitre, juste pour repartir très très vite après les quelques secondes de la minute de pause. On y retourne? Oui, Ouais. Ouais. Allez, c'est reparti. Je mets mon timer sur 15 minutes. Allez, c'est parti pour 15 minutes. ok. Ok, pour ceux qui regardent le replay, mettez votre timer aussi. Je mets l'enregistrement en pause, du coup, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Gardez l'enregistrement pendant qu'on lit. Ok, ça fait 15 minutes de nouveau. Est-ce que vous avez terminé votre écrémage? Dites-moi tout. Oui, Ouais. oui, oui. Cécile? Pas tout à fait, mais j'ai dégagé, enfin, j'ai réussi à regarder l'ensemble, mais pas détaillé au même niveau pour chacun des chapitres. Bref, mais bon, Bon. voilà. T'as quelque chose à présenter, c'est bon? Oui, ça va. Oui. C'est bon? Ok. Eh ben, écoutez, il est 20h10. Ça va si on prend 10 minutes? Oui, 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 c'est bon. Ouais. Bah, tu vas commencer comme ça. Ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes chacun pour présenter votre livre avec votre prise de notes en étant vraiment synthétique, du coup. Ok? Oui, oui, 5 minutes max, je vais être gardien du temps. d'accord. Alors, moi, mon livre, ça s'appelle Les 7 profils d'apprentissage. Alors, c'est quelque chose. Il s'avère qu'on est à tous un profil d'apprentissage, on apprend tous différemment. C'est pour ça que dans les- certaines écoles, certains écoliers, certaines personnes qui n'arrivent pas à suivre des études parce qu'ils n'ont pas le profil adapté. Alors, dans ce livre, on a pu voir, dans la première partie, on parle des profils d'apprentissage, on les nomme, etc. Donc, on peut savoir qu'il y a des profils d'apprentissage d'une identité, d'une motivation et d'une compréhension. Alors, les caractéristiques sont bien détaillées, donc on comprend bien qui est qui. Et ensuite, dans la deuxième partie, on a l'utilisation de ces profils d'apprentissage et les pratiques qui vont être utiles. Euh, Ce qui permet de clarifier les croyances qu'on peut avoir et puis les changements qu'on peut obtenir de façon à avoir une utilisation. Alors, l'utilisation, elle peut être soit pour les élèves ou soit pour les professeurs, donc les enseignants. Et il n'y a pas que ça, c'est également utile dans les entreprises. Et c'est aussi utile pour les parents et les enfants, parce que l'enfant qui connaît son profil d'apprentissage ainsi que le parent connaît le sien, ils peuvent s'accorder pour bien se comprendre entre eux et ne pas faire des fautes par rapport à chaque profil. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous raconte là, faudrait détailler les profils. Euh, mais lorsqu'on se rend compte de ce qu'est un profil d'apprentissage et quand on sait qu'on a un profil bien particulier, ben, on comprend tout ça. Euh, la conclusion de ce livre, c'est que ben, nous apprenons tous différemment, nous avons chacun un profil bien particulier, mais de toute façon, ce qui est important, c'est pour les élèves, c'est qu'ils gardent surtout qu'ils aient la confiance en eux. Et c'est pas un professeur qui va avoir affaire à des élèves différents, ce n'est pas au professeur de s'adapter, mais c'est aux élèves lorsqu'ils connaissent leur profil d'apprentissage, de poser les questions nécessaires et de se montrer en disant, ben voilà, moi je suis comme ça et je pose des questions en conséquence.
Enfin, voilà ce que j'ai retenu du livre. Et, Et je suis étonné, il et dit que c'est pas aux enseignants de s'adapter du coup. non, c'est aux élèves parce que ben, l'enseignant il peut pas il peut pas, il doit savoir s'il a des enfants kinésthésistes ou visuels ou auditifs. Et en fonction de ça, bien sûr, il va faire, si un enfant kinesthésiste ne comprend pas tout, il va pas le bousculer parce qu'il le sait. Mais ça s'arrête là. Mais c'est pas, d'après un livre, c'est pas au professeur de s'adapter, c'est à l'élève de s'adapter. Ok, bah écoute, moi je partage pas trop cette vision, mais c'est la vision d'auteur qui est respectable. Voilà. Qui est l'auteur d'ailleurs? Je sais pas si j'ai pas entendu. C'est Jean-François Michel, c'est lui qui a créé donc les 7 profils d'apprentissage. C'est passionnant hein, comme chose, Mm. parce qu'on comprend. Moi, par exemple, je suis profil kinesthésiste, et c'est bien pour ça qu'à l'école, je m'ennuyais, parce que franchement, voilà, faut que je fasse faut que je fasse les choses pour bien les comprendre. Et, euh, et quelqu'un qui est auditif, il va bien réussir dans le français, mais par contre, un visuel, lui, il va rien comprendre dans le français, etc. Ça va pas le passionner. Il va préférer voir des images, voir des croquis, des choses comme ça. Enfin, voilà. Ok, super, merci. Bah écoute, on est à 33 secondes, donc c'est parfait. À toi, Cécile, si tu veux. Oui, alors moi j'ai choisi un ouvrage qui s'appelle La pensée infirmière, que je vous montrerai bien à la caméra. Il s'agit d'un ouvrage de Jacinthe Pépin, Francine Ducharme, pardon, et Suzanne Kerouac, qui sont trois professeurs en sciences infirmières de l'Université de Montréal. C'est édité au Chenelière Éducation et c'est la quatrième édition et je crois qu'il y en a cinq en tout. Euh, Cet ouvrage, il a pour ambition euh, il y a deux grandes parties à mon sens qui sont pas exposées comme telles, mais j'en ai déduit deux parties dans cet ouvrage, avec la première où les autrices détaillent ce qui compose la discipline infirmière, et puis dans un deuxième temps où elles exposent comment les composantes de la discipline sont mises en application dans les différents champs d'activité que sont la pratique de soins, la recherche, le management, la formation et l'action politique. Donc pour ce qui est de la discipline infirmière, elle dégage d'abord quels sont les différents modes de développement du savoir infirmier, puis quels sont les différents paradigmes, c'est-à-dire les courants de pensée, et puis quelles sont les différentes écoles de pensée. Alors, dans les modes de développement du savoir infirmier, elle distingue le mode personnel, qui est plutôt basé sur l'expérience vécue, le mode esthétique, qui se base sur le savoir plutôt créatif, le mode éthique, qui se base principalement sur la morale, le mode empirique, qui se base sur la recherche, la culture scientifique, et le mode sociopolitique ou émancipatoire, qui se base sur la culture, je ne sais plus de quoi, oui, sur la culture et sur la société. Euh, il- Elles en font un schéma, page 27, qui est très éclairant pour le coup. Ensuite, elles dégagent donc les différents paradigmes qui sont les courants de pensée ou la façon de voir le monde, et elles distinguent donc trois paradigmes principaux qui sont apparus chronologiquement depuis le 19e siècle. Tout d'abord, le paradigme de la catégorisation, dans lequel on pense que les phénomènes sont divisibles, puis le paradigme de l'intégration, où là, les phénomènes et le contexte interagissent. Et puis enfin, le paradigme de la transformation, qui est le plus récent, où on considère que le changement est perpétuel. De ces paradigmes découlent des écoles de pensée, en tout cas surtout les deux derniers paradigmes qui sont les plus récents. Elles déclinent six écoles de pensée, que sont l'école des besoins, l'école de l'interaction, l'école des effets souhaités, l'école d'apprentissage de la santé, et l'école des patterns et l'école du caring. Euh,
Voilà, on n'est plus sur l'écrémage là, hein. On est déjà sur quelque chose, un bon résumé. Ouais, bah, j'ai surtout pris des titres et des sous-titres des chapitres. En fait, c'est hyper bien structuré et du coup, c'est assez facile voilà, de dégager les grandes idées. Mais oui, effectivement, là, du coup, on est presque à cheval. Et bon, ensuite, voilà, après les champs d'activité, j'ai pas eu tellement de temps, du coup, de décliner, mais globalement, elle regarde comment, dans les différents champs d'activité, finalement, les influences des composants de la discipline, comment ça s'opère dans la pratique. C'est intéressant, hein? 2 fois 15 Voilà. minutes, c'est court. Et vous avez retiré quand même beaucoup d'infos et ce qui m'a l'air d'être alors une partie du bouquin pour Cécile, mais voilà, Bernard, tu as pu scanner l'ensemble du bouquin et te faire une vraie idée du contenu et des idées qui sont proposées dedans, quoi. Voilà, oui, j'ai vu, j'ai réussi à faire ça. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'au départ, on comprend pas tout bien, mais après, c'est vrai que ça, en faisant, ben moi, il faut que je fasse pour comprendre. Et en faisant, ben, j'ai compris. Tu parles de l'écrémage, c'est ça? Oui, oui, Ouais. oui, l'écrémage, parce que c'est vrai que la première fois, ben, je ne savais pas trop, j'ai hésité. Tandis que là, j'ai fait exactement, j'ai suivi, et en le faisant pour la deuxième fois, ben, j'ai bien compris la chose et maintenant, ça va beaucoup mieux. Exactement. Et je vous invite à le faire souvent, l'écrémage, en fait. Si vous avez un bouquin que vous avez, enfin, qui est trop long, trop lourd, écrémez-le déjà. Vous allez voir, ça Ouais. démystifie la chose et ça vous permet d'avoir une vraie vue globale du bouquin, plus que juste ce qu'on va faire dans l'anticipation et la lecture hop, et la lecture de la table des matières. Moi, je trouve, à chaque fois que je le fais, je trouve qu'il y a un côté un peu miraculeux, quoi, à la fin. Je dis, Oui, waouh, oui, c'est vrai, c'est ah vrai. ouais, en fait, je comprends la structure du bouquin. Et après, Voilà. libre à moi de le lire en entier si j'ai envie, d'aller piocher dedans pour des objectifs plus de lecture sélective comme on fera la prochaine fois. Voilà. Ça a été pour tous les deux, du coup? Oui, très bien, très bien. Ouais. Oui, Ouais. oui. Pour toi aussi, Cécile, sur l'application de la méthode? Oui, alors je serais très intéressée par la boussole dont tu parlais juste avant parce que moi j'ai eu l'impression du coup d'aller vraiment du global au spécifique et ça je trouve ça vraiment hyper bien. Et sur la prise de notes, du coup, j'ai essayé d'espacer et de après revenir finalement et de gagner en précisant en fait et d'avoir plusieurs niveaux. Mais bah, du coup, c'est un peu brouillon ce que j'ai fait, c'est pas, c'est un peu crade. T'as Euh, fait une prise de notes cornell de ce qu'on a? oui, Ouais. oui, oui. D'accord. Eh Euh, ben, écoute, je tâche de retrouver ça. Je posterai sur le groupe Telegram si tu veux. ah Donc, oui, alors je suis pas sur Telegram, enfin j'ai pas Telegram, mais tu peux pas le mettre sur ton téléphone? si, je Ça vaut pourrais. le coup, hein. C'est là où on partage. Il y a ça, et puis il y a la tribu des efficients cognitifs aussi, que je mets plus souvent à jour, qui est Ok, mon canal principal de communication. Et pour chacune des formations praticiens, en fait, il y a un groupe privé. Le canal des efficients cognitifs, la tribu des efficients cognitifs, c'est un canal, donc c'est descendant. Je poste et vous pouvez commenter juste. Les groupes liés aux formations praticiens, ce sont des groupes, ça ressemble à une conversation WhatsApp à plusieurs en fait, où chacun vous pouvez poster, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et c'est des groupes qui sont plus restreints, c'est juste ceux qui se sont inscrits suite à leur participation aux dernières formations praticiens. ok. Et tu as le lien dans. Oui, j'avais vu, ouais, dans l'email, c'est vrai que j'avais pas pris le temps parce que moi je suis plutôt sur WhatsApp, mais D'accord. Bah, je préfère Telegram je que vais regarder WhatsApp ça. quand je Hmm, peux. Voilà, c'est un peu plus hmm. respectueux, on va dire, Oui, je comprends. des données personnelles. Voilà. Ouais. Bah, écoutez, c'est top. Merci pour votre participation ce soir. Est-ce Merci que à vous avez toi, des oui. questions avant qu'on se quitte ou est-ce que c'est bon? Non, pour moi, c'est bon. Ouais. C'est bon. Je vous souhaite une bonne pratique cette semaine. Pensez aux 3 techniques de lecture Oui, intégrale qu'on a vues samedi matin. oui. Je vous invite à refaire de l'écrémage cette semaine. Et puis, si vous avez des prises de notes à partager, ben, il y a le groupe Telegram avec grand plaisir pour regarder ça. OK? D'accord. Merci, Cyril. Ça marche, merci. Bon, et bien Cécile et Bernard, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis à vous qui regardez le replay, ben, rejoignez-nous la semaine prochaine. Voilà. Même jour, OK. même heure. Donc mercredi prochain, 19h. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Merci, au revoir.
Au revoir, Cécile.